Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, ils sont debout, vissés à leur platine et casques sur les oreilles. Je parle bien sûr des DJ qui donnent le ton à nos soirées, qui nous font danser, qui nous font bouger, qui nous font consommer aussi, mais souvent en tout cas qui rendent nos nuits plus belles que nos jours. Certains sont producteurs, on va en parler, d'autres sont DJ généralistes, comme on dit, animateurs dans des radios, ou même parfois directement musiciens. Et la plupart du temps, ce sont encore et toujours des hommes qui sont derrière les platines. Alors, à quelques encablures des soirées de la Saint-Sylvestre, on a voulu mieux connaître et surtout comprendre l'envers du décor de ce métier, souvent précaire et plus difficile qu'on ne le pense. Pas vraiment de statut d'artiste, on va en parler, des faibles rémunérations, des horaires souvent pénibles, puis il y a la fermeture annoncée de clubs, proximité aussi avec la drogue, l'alcool, parfois la violence, etc. On ne va pas noircir le tableau non plus, mais il faut en parler. Nos invités sont là, Maya Cox tout d'abord, donc je disais il y a essentiellement masculin. Mais vous êtes la seule femme? Je crois que je suis une femme, oui. Oui, ça, oui. Oui. Non, je ne suis pas la seule DJ, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, très qualitatifs. Ça, j'ai l'impression que ça bouge un peu, j'en parlais à ma collègue tout à l'heure, il y en a de plus en plus, non? Oui, il y en a, voilà. D'accord, et vous êtes DJ et on peut vous entendre en radio aussi? Tout à fait, donc je suis sur Radio Panique depuis 6 ans avec Baudouin, qui est animateur et concepteur de l'émission. Donc ça c'est tous les samedis sur Saturday Night Panic. Et je suis fraîchement aussi depuis août sur Radio Contact, en résidence aux côtés de Los Frequencies, Henri PFR, Simon B. Et alors ça c'est tous les vendredis et tous les samedis. Comme ça, ils ont été cités. J'aime bien le mot fraîchement. Je peux pas? Si vous pouvez, vous êtes là pour ça. Lorenzo Serra est avec nous. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Brussels by Night. En 2 mots, très brièvement, c'est quoi? En 2 mots, c'est une association qui a été créée pendant la Covid pour, on va dire, sauver le milieu de la fête. Il y avait urgence à l'époque. On a été traité de non essentiel, c'était très agréable. Et en 4 ans... Comme tous les artistes aussi, dit. Voilà, toute la culture, comme toute la culture. Et puis en 4 ans, on a réussi à inscrire le clubbing en patrimoine immatériel de la région de Bruxelles-Capitale. Donc c'est assez sympathique, on va dire, comme concept de passer de non essentiel à patrimoine immatériel. Ouais. Et il y a encore du boulot quand même, hein. On va en parler. Il y a énormément de travail. C'est loin d'être fini. Bod est avec nous, je dis Bod parce que c'est Baudouin, mais en fait votre vrai nom c'est Bailo. Mon artiste. Nom d'artiste. Ouais. Vous êtes producteur, vous également, producteur d'émissions sur Radio Panique, c'est ça? Donc l'émission Saturday Night Panic, tous les samedis, de 23h30 à 1h30. D'accord. Et ce samedi... Vous savez quoi? C'est marqué sur votre t-shirt. Oui, c'est marqué en plus sur mon t-shirt, effectivement. Ouais. On aura la 7e année et on fête ce samedi la 300e. 300e. Sans émission. Ce sera samedi, on le rappellera en fin d'émission. Antoine est avec nous, donc c'est Albert K, ça c'est votre nom de DJ. Vous êtes producteur également, DJ producteur? Oui, je suis ingénieur en technologie musicale, producteur et du coup artiste, DJ, comme on veut le dire. Allez, on va tout de suite plonger. L'ambiance, c'est bien aussi. Ouais. Faiseur d'ambiance. Ambianceur? On dit encore ambianceur? Ambianceur? C'est un nom un peu vieux, non? Je sais pas. Comme discothèque, est-ce qu'on dit encore discothèque? Je regarde le spécialiste. Oui, c'est les vieux qui disent ça. Dans la structure, oui, en vrai. Il y a les discothèques, il y a les bars de nuit, donc officiellement, la discothèque, c'est comme ça qu'on... Les boîtes, les balles, ça conserve. Il y a donc le code NAS, discothèque, pour définir. Allez, on va se plonger tout de suite dans l'ambiance d'Albert K. On va commencer avec du soft en plein jour, Albert, parce que les DJ ambiancent aussi la journée, on le sait moins, il y a des événements, etc. Allez en direction la place de Brouckère, sous le soleil d'ailleurs, ça va nous faire du bien, regardez. I need you to take control of my body, mind and soul. Lay the pieces, make me whole again. Lay the pieces, make me whole again. Ça a l'air léger, comme ça a l'air facile d'être DJ, vous dansez là sous le soleil. C'est un plaisir d'abord quand même, non? Oui, je pense que ici tout le monde présent peut confirmer que avant tout c'est une passion, je pense. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir en faire mon métier de manière professionnelle, mais c'est clair que là on le voit, c'était cet été d'ailleurs. Place de Brouckère. C'est en journée, mais il y a aussi plein de fois où c'est plutôt la nuit d'ailleurs. Ouais, on va parler de la nuit, bien sûr. Juste sur la passion, c'est d'abord une passion, Maya Cox? Avant tout, c'est ça qui nous anime, qui est le moteur premier, quoi. Ça bien sûr, ouais. Le jour où vous n'aimerez plus
La musique, l'électro, etc. Je suis encore là maintenant. Passion aussi, Bod. Passion aussi, on ne peut pas y penser. Quoi. Enfin, c'est impossible de ne pas y penser. Quoi. Impossible. C'est vrai, vous y pensez tout le temps? Tout le temps. C'est obsessionnel, musique. Musique obsessionnellement, ouais. Une journée sans musique, c'est pas possible? Non, c'est inconcevable même. Ou alors de la musique classique, de la musique calme, tout type de musique. Aussi. Vous écoutez de la musique classique? De ce genre de choses, ça apaise l'esprit. Il y a beaucoup d'inspiration dans la musique classique, je trouve. Exactement. C'est vrai. De toute façon, c'est la musique en général. Vous êtes passionné de musique aussi, vous? Depuis, oh là là. Depuis je pense que j'avais même pas 10 ans. Le premier album acheté, c'était un album de Kraftwerk. Là, pas mal quand même. Là, je devais avoir 12. 12 ans, Kraftwerk? Oui, maximum. Oui. Et puis le mot passion, je pense que c'est ce qui nous anime. Enfin, c'est le départ de tout. Je crois qu'il en faut. Il en faut, c'est pas des métiers faciles. Non, on va en parler. On vous a vu sur la place de Brouckère. Moi, j'ai vu d'autres vidéos de vous dans une station de ski, un peu partout. Il faut multiplier les propositions quand on est DJ. Mais je pense qu'il faut bien différencier quand on est DJ, donc juste jouer de la musique, où là, c'est un peu avoir des événements à gauche, à droite, ou bien quand on a la casquette du DJ producteur qui produit ses musiques, où on commence à être joué en radio et tout ça, où là on est plus vu en tant qu'artiste, et du coup on nous demande plus de venir pour notre style musical. Et je pense qu'en tout cas de manière personnelle, de mon expérience, c'est vraiment ça qui m'a mené à aller jouer aux États-Unis, en Suisse, en France, un peu partout, parce qu'on me prend pour mon style musical. Ouais, on va voir quelques images, parce que vous peaufinez votre communication aussi, au niveau de l'image, au niveau de la musique. Ça, c'est des images qui ont été filmées, je crois, dans une tournée en Suisse. Enfin, vous me démentirez après. On regarde. Songs that are sung from mothers to daughters, from fathers to sons. Don't you worry about what the world says. Live your life and life, that's just all there is. Go and change the way that the world spins. Voilà, c'était en Suisse ça ou Oui, c'était en Suisse. J'ai vu des montagnes, je me suis dit... Oui, je me demandais ce que vous alliez mettre et du coup j'ai découvert avec vous. Ça ressemblait. Qui sont vos clients? Du coup, c'est plus les bookers de boîtes ou les promoteurs d'événements. Mais moi, je le vois plus comme des passionnés de la musique aussi et qui organisent un événement et qui veulent passer un bon moment tous ensemble avec on va dire, dans ce cas-ci, mon art qu'ils aiment bien et du coup qui me permettent de le jouer devant une audience. De le transmettre pour la soirée. Vos clients, Maya, c'est quand vous jouez en soirée, par exemple, c'est la boîte qui vous invite. Comment ça se passe? Ça va dans tous les horizons. Donc ça peut être des boîtes, c'est des événements corporate, ça peut être des boîtes d'événements qui me bookent des clients, du particulier, des bars, des cafés, des clubs. Moi, je suis ouverte à tout et je m'éclate et j'adore m'adapter à tous les contextes. Donc, vous avez un statut d'indépendant? Comment ça fonctionne? Alors, je suis indépendante, oui, tout à fait. Donc il faut remplir son calendrier. Exactement, donc c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Et puis l'après-Covid et tout ça, ça n'a pas été évident non plus. Heureusement, les émissions sur Radio Panique continuaient, donc on pouvait sortir de manière autorisée pour continuer l'émission. Et ça a été le bonbon du Covid en fait. Franchement, heureusement. Et après, pour redémarrer, c'était pas évident. On a eu besoin de ça, heureusement qu'on avait ça. Une bonne vitamine. Comme il l'a dit tout à l'heure, on n'était pas vraiment essentiel. Et je pense que le fait d'avoir pu émettre tous les soirs pendant tous les samedis, c'était plutôt vital. Est-ce qu'il y a une grosse, je vous entends parler là tous, est-ce qu'il y a une grosse concurrence entre les DJ? Je vais peut-être poser la question. Ça dépend des mentalités, j'ai envie de dire. Oui. Lorenzo, est-ce que vous sentez que ça se tire un peu dans les pattes? C'est compliqué de répondre à ça n'étant pas DJ moi-même. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de DJ, que les bookers sont hyper sollicités, on reçoit énormément de mails d'agents pour découvrir des artistes. Et donc je pense que oui, il y a une concurrence et surtout, je pense que la chose la plus compliquée, c'est d'en vivre. Donc, parce qu'on est quand même souvent très taxé. Ce qu'on voit très souvent, ce n'est que la pointe visible d'un iceberg. Tu vois, on parle souvent des
300, 400, 500 noms que tout le monde connaît. Mais en dessous, il y a 100 000, 200 000, 300 000 artistes qui sont beaucoup moins connus. Et bien sûr, c'est précaire, ils n'ont pas forcément de statut. En vrai, il y a beaucoup de précarité dans notre secteur, à tous les niveaux. Que ce soit chez les promoteurs, les artistes, les gens, les intermittents ou les techniciens. Enfin, je sais que c'est un métier très, très complexe. Donc, je pense qu'il y a une grosse concurrence et beaucoup de précarité parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait et qu'on doit se créer soi-même son job et puis qu'on est taxé sur nos revenus, donc il faut quand même gagner 50 000 euros par an. Je vois qu'on a un caisse fort en face de vous. C'est difficile parfois. Moi, j'ai pas mal de DJ qui viennent aussi, donc dans l'émission, je dirais que je suis un peu le psychologue qui nous explique justement... Qui vous explique leurs problèmes. Oui, qui explique leurs problèmes. Quoi par exemple? De trouver des endroits. Pour jouer aussi, c'est pas spécialement évident. Il y a aussi ceux qui jouent en vinyle, ceux qui jouent aussi en digital. Ça change quoi ça, de jouer en vinyle ou en digital? Une clé MP3 et un sac de vinyle. Voilà, donc... Il y a encore ce fossé-là, je dirais. Et pourquoi c'est un fossé? Parce qu'il y a pas mal d'endroits qui n'ont plus, au fait, des lecteurs vinyles aussi, qui sont mis au goût du jour, et qui sont aussi, en pionnier, c'est ça. Donc, vous faites quoi de vos vinyles, alors, Maya? Parce que vous avez... moi, j'ai tout gardé. Moi, j'ai tout chez moi, et c'est comme... j'ai tout gardé, mes fardes avec tous les disques et tout, mon fonctionnement d'avant et tout ça. Mais vous êtes plutôt MP3 ou plutôt vinyle? C'est selon... Maintenant, je fonctionne avec l'USB. J'ai 6 sacs que je trimballais avec moi dans mes clés USB, donc c'est parfait. D'accord, ok. Pareil pour vous, il n'y a pas de vinyle chez vous, j'imagine. Alors, quand vous êtes DJ, non? Dans le temps, je jouais sur vinyle, mais vraiment pour m'amuser. Dans le temps, comme si vous étiez très âgé. Non, je ne suis pas du tout âgé, mais je pense aussi qu'il y a une grosse différence, c'est que ceux qui jouent en vinyle, c'est un certain style de musique, je remarque. Moi, je suis plus dans tout ce qui est pop, commercial, house, future house. Et moi, de manière technique, ça m'arrange beaucoup plus de pouvoir jouer avec le digital, mais aussi toutes les fonctions qu'il y a sur les platines pour pouvoir mettre des voix sur un morceau et tout ça, que c'est plus compliqué avec des vinyles parce qu'on n'a pas des points de repère et tout ça. C'est plus artisanal, non? C'est cool. Oui, mais par contre, j'ai envie de dire, ceci dit, rien tel que le vinyle. Quoi qu'il en soit, c'est intemporel et pour moi, c'est ce qu'il y a de vrai, quoi. Vraiment. Voilà. D'accord, donc pro vinyle, ça va faire plaisir. Respect au vinyle, mais moi je mixe pas en vinyle, mais respect au vinyle. Voilà. Pro vinyle. On a des pro vinyles. Lorenzo, ça dépend ce qu'on produit, ça dépend de son expérience. C'est clair que jouer en vinyle, c'est une prise de risque. Tu peux vraiment te planter. Tu dois jouer avec les vitesses, tu peux vraiment te planter, tu dois trouver le bon endroit. Argentique. C'est comme exactement, tu as le droit à une chance et puis tu n'as pas tous les outils électroniques qui vont ajuster la vitesse, envoyer le truc quasiment automatiquement. Un vinyle, ça reste un humain qui fait tout derrière. Du coup, c'est plus excitant. Ça donne de l'adrénaline. Moi je sais. Je vois que vous êtes ici. On va regarder, parce qu'on parlait de la communication là, chez vous avec les vidéos, etc. Vous en faites aussi. Beaucoup d'importance à ça aussi, communiquer, l'échange, vivre en direct et que ce soit spontané et vrai. J'en ai trouvé une sur Instagram, on la regarde et puis on en parle juste après. Vous êtes aussi dedans, je crois. Les vendredis et samedis soirs dès 21h, c'est Contact DJs sur Radio Contact. Contact DJs for music lovers. Simon B, Maya Cox, Henri PFR et Lost Frequencies Mix vos hits préférés. Contact DJs animé par Justin sur Radio Contact. On vous retrouve tous les vendredis et samedis dans Contact DJs dès 21h. Sort de Contact, évidemment. Radio Contact. Voilà pour la pub, on n'a pas vu le petit dauphin. On peut citer Radio Panique aussi, ça c'est plus pour vous. La radio, sérieusement, avant de parler des boîtes et des lieux, la radio, ça vous a sauvé ou ça vous sauve financièrement? Financièrement, non, mais psychologiquement et physiquement, oui. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous disais, pendant le Covid, par exemple, où les moments où vous ne pouvez plus rien faire, où tout était interdit,
Ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Mais pas financièrement, ça c'est sûr. En radio ici, c'est pas... Pas financièrement, quoi. C'est pas mon métier non plus, c'est pas mon métier, donc c'est vraiment de la passion, là. Donc, mais c'est quoi? C'est du bénévolat ou on vous paye quand même pour... quand sur Radio Panique? Sur Radio Panique, non, c'est du bénévolat. Et sur Contact C'est différent. Donc on vous paye? Ouais. Disons les choses, quoi. C'est quand même une grosse radio privée, c'est un gros groupe. Vraiment, tout est très, très chouette là-bas. Ça va, d'accord, ok. Alors moi je pensais à la limite d'âge. Parce que tout à l'heure vous parliez de votre âge, vous êtes encore jeune. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a des vieux, entre guillemets, DJ? Est-ce que ça existe? On va parler des femmes, mais parce que c'est quand même assez physique. C'est des horaires parfois difficiles. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des collègues genre au-delà de 50 ans, quoi, par exemple, au-delà de même 60? Oh, j'en connais qui ont plus de 60 ans. Hein. Plus de 60 ans? Ouais, qui ont plus de 60 ans et que pour leur retraite, ils ont décidé d'être DJ. Donc je vais en parler d'un qui est quand même pas mal. Donc beaucoup de respect pour DJ Mokolo, qui a plus de 65 ans, qui a pris sa retraite il y a plus ou moins 5 ou 6 ans et qui tourne dans les clubs à Bruxelles. Donc beaucoup de respect. Voilà. D'accord, donc on peut aller jusqu'au bout à la limite. Oui, voilà. Je crois que le plus important, c'est de ne pas être sourd. Voilà. C'est vraiment ça le plus important. Ça fait rire. Beethoven était... Oui, voilà. Beethoven était sourd. Hein, donc, enfin, bref. On parlait en rigolant en préparant cette émission des vieux noms comme discothèque, etc. Moi, je me souviens quand on allait en discothèque, il y avait... on dansait, etc. Puis à un moment donné, il y avait les slows. Par exemple, ça n'existe plus du tout. Les slows, vous vous souvenez des slows? Je me souviens des slows, je me souviens de plein de choses. Le quart d'heure américain. Alors, je pense pas que ça existe encore dans beaucoup de lieux. Ça dépend. En vrai, je pense que j'ai pas entendu de slow depuis très longtemps. C'est peut-être dans un bal de 21 juillet ou de 14 juillet. Ça n'est pas désagréable. Hein, je suis pas désagréable, c'est la réalité. Et en vrai, c'est très bien comme ça. Et puis chacun s'amuse avec. Je pense que chaque chose à sa place. C'est souvent de la musique électro ou funky ou peut-être moins du rap, hip-hop, latino aussi. Ça tourne un petit peu autour de ce type de musique-là, Maya. Plutôt tech house, techno, électro, oui, tout à fait. J'aime beaucoup le slow techno et l'expérimental aussi. Ça, c'est encore un autre univers un peu plus arty dans lequel je me plonge avec grand plaisir. Et pourquoi? Parce que c'est la musique que je kiffe, quoi. Ouais. Et j'ai produit des morceaux aussi qui vont dans cet univers-là aussi. D'accord. Il faut kiffer, comme vous dites, j'aime bien ce mot, la musique qu'on mixe, c'est important, il faut l'aimer, cette musique-là. Ouais, c'est un plaisir déjà d'être sur une table de mixage. Ouais. Donc, et justement, découvrir la musique, c'est... transmettre, quoi. Ouais, voilà, c'est transmettre. Hein. Ouais. Mais je pense que quand on est sur scène, on dégage aussi... une certaine énergie, et je pense que si on n'aime pas au fond de nous la musique, que c'est plus dur de le faire, et je vois personnellement beaucoup moins le sens de du coup le faire. Ouais, du coup ça n'a plus de sens, effectivement. Ouais. On va parler quand même du problème d'environnement des salles. Au printemps dernier, le Fuse avait annoncé sa fermeture brutale suite à 5 plaintes, je crois, à la base. Il y a eu plusieurs plaintes, en tout cas, du voisinage, après quasi 30 ans d'existence tout de même. Je crois que à ce moment-là, c'était 29 ans, mais enfin, peu importe. On avait rencontré sa direction peu après, donc il y a un an, quelques jours avant la réouverture. Vous allez le voir, l'avenir, à ce moment-là, restait très incertain. Et je crois qu'il est encore assez incertain. Regardez. Après près d'un mois, les équipes sont de retour. Vendredi, les basses résonneront à nouveau sur la piste. Il faut que tout soit prêt. Le bar n'attend plus que les fêtards, une réouverture et de l'optimisme. Mais il reste un mais. Oui, nous pouvons rouvrir, mais sous certaines conditions. Nous devons respecter un niveau sonore, des heures et des jours d'ouverture. C'est plus strict que ce à quoi on s'attendait. Nous allons ouvrir, nous allons essayer selon ces conditions et nous évaluerons la situation après le week-end pour savoir si nous pourrons rester ouverts ou pas. C'est encore une question. En fait, le club bénéficie d'un délai de 2 ans pour se conformer à toutes les règles bruxelloises en termes de nuisances sonores. Ici, par exemple, l'isolation mesure près d'1 mètre de large, mais ce n'est pas encore assez. Pour se conformer aux règles, il faut aller bien plus loin. Une étude a été commandée, mais l'option d'isoler est balayée. Premièrement, la rénovation coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros et nous devrions être fermés plus d'une année, c'est impossible. Ensuite, si on fait les travaux, il n'y a aucune certitude que nous respecterons les normes. Et puis, selon l'étude, la stabilité même de l'immeuble ne pourra pas être garantie.
Le cas du Fuse fait du bruit au point que le gouvernement bruxellois s'empare du dossier. Une task force a été créée, pas uniquement pour ce club, mais aussi pour les autres établissements bruxellois, parce que la solution du déménagement du Fuse ne semble pas réjouir grand monde. Il y a d'autres, c'est adapter la législation. Il faut voir aussi identifier des endroits dans la ville où le nightlife peuvent s'installer et tous les éléments sur la table. Il faut trouver évidemment un équilibre entre les droits individuels, intérêt individuel et intérêt général. Il faut balancer les deux. Le dossier est décidément loin d'être clôturé. En tout cas, si tous les voisins ne sont pas pour la réouverture du Fuse, ceux d'en face ont clairement choisi leur camp. Voilà, ça c'était il y a un petit temps, le secrétaire d'État a changé, etc. La politique, on n'a pas de gouvernement, mais ça c'est un autre sujet. Les normes de bruit sont trop strictes, Lorenzo, à Bruxelles? Elles sont sans doute inadaptées à la réalité du terrain et à la densité humaine. Je pense que beaucoup a été dit dans ce qu'on vient de voir. Ouais. On a aussi constaté que Bruxelles, historiquement, a une nuit vivante là où il y a de la densité humaine. Et donc c'est super important. Et dans beaucoup de grandes villes européennes, c'est comme ça. En Amérique du Nord aussi. On ne va pas danser dans la banlieue, dans les campagnes. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on veut externaliser la nuit et ne plus l'avoir centrale? La réponse, je pense, c'est qu'on veut une nuit centrale et bien sûr qu'il y a une place pour envisager de nouveaux lieux dans une ville qui a pris quand même 20% d'habitants en 10 ans, donc on est passé de 1 million à 1 200 000. Mais ce qui compte surtout, c'est d'arriver à vivre en osmose. À Bruxelles, il reste à peu près 25 clubs, stricto sensu, et donc il faut les protéger et il faut trouver une solution pour les garder. Il y en a 4 qui sont en danger, le Cabane, le Mirano, le Spirito et le Fuse sont vraiment en danger de fermeture, ces 4-là? Ben oui, parce que en fait, Pascal Smet en parle très très bien, on parle mettre en face les équipements d'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Aujourd'hui, la loi est faite dans le sens qu'une plainte peut fermer un club. Aujourd'hui, un voisin, par exemple, qui se plaint... un voisin peut arriver à terme à le faire. Et donc, on va surtout penser à la promotion immobilière, à la gentrification, à des gens qui ont des intérêts à essayer de gagner quelques centaines de milliers d'euros en faisant un achat sur un immeuble très bon marché à un moment. Parce que c'est clair que le Fuse... Aujourd'hui, on en parle beaucoup et je pense que le quartier des Marolles, c'est un super endroit pour vivre. Il a pris pas mal de plus-value immobilière. C'est très très simple à un moment de repérer un immeuble qui va être mis en vente, de l'acheter, de le transformer en rien, de s'y domicilier, puis de porter plainte et d'aller jusqu'au bout et d'avoir une plus-value qui peut aller en plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors on parle des bâtiments, on parle des murs, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a les DJ, il y a aussi les employés, etc. Au Fuse, il y avait pas mal de personnes. Dans les clubs qu'on a cités, pas mal de personnes aussi. Ça ferait des dégâts, ça. On parle d'intérêt collectif et d'équipement d'intérêt collectif. Si on prend le Mirano et le Fuse, c'est 3 millions de personnes qui sont passées par ces murs depuis leur existence. Wow. Et impressionnant. Une personne ou 10 personnes, peu importe, peuvent réussir à fermer un lieu qui est un équipement d'intérêt collectif, de culture, où 3 millions de personnes sont passées. J'ai fait une comparaison, en fait, et je pense qu'elle est quand même assez frappante. Pour moi, le Fuse, c'est l'opéra du XXIe siècle. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit aujourd'hui de fermer l'opéra pour des raisons de nuisance sonore? Je pense qu'on doit aujourd'hui faire en sorte de protéger ces lieux, pas à n'importe quel prix, mais en tenant compte aussi du voisinage, parce qu'une ville moderne, c'est une ville qui vit le jour, la nuit, avec des équipements, avec des lieux qui font du bruit, avec une population qui fait du bruit. Et aujourd'hui, un clubbeur veut dormir à certains moments où d'autres font la fête, et donc on doit réussir à avoir une ville multifonction, multimodale, où tout le monde vit ensemble, et pas les uns contre les autres. Et donc on doit absolument... calmer le jeu dans cette discussion et dans cette ça va marcher, une espèce d'épée de Damoclès quand même au-dessus de ces... On l'a bien compris. Alors ça, c'est le très bon mot, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toute personne qui est promoteur, qui a un bar de nuit, qui a un lieu, un établissement, un restaurant, une discothèque, vit avec une épée de Damoclès, et ce sont des investisseurs, et le grand risque, c'est que les investisseurs partent de Bruxelles pour investir ailleurs. Ça vous fait peur, ça, en tant que... Enfin, vous avez besoin de ces lieux-là, c'est important. Mais je le sens déjà passer, enfin, je sens déjà dans le quotidien, dans le quotidien. Moins de demandes, moins, c'est ça? Oui, par rapport au club, oui, ça c'est certain. Ouais. Ça, je le sens très fort. Ah ouais, pareil. Pareil, hein. Il y a moins de demandes. Ouais, vraiment, après, heureusement que j'ai mon émission. Heureusement qu'il y a heureusement qu'il y a la radio. Il ne reste plus beaucoup de temps. Un petit mot sur le public. Le public est toujours là parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses. Il y a eu le Covid, mais après il y a eu les attentats. Il y a eu le scandale aussi des agressions sexuelles aux Jeux d'hiver, etc. Est-ce que ça fait pas un peu reculer le public? Alors oui, certainement, je pense que ça peut effrayer, mais après,
Ce sont des problématiques que tous les secteurs connaissent, le jour aussi. Je pense qu'on les a connues à travers des décennies, de manière moins évidente, sans doute moins sous les spotlights. Après, il faut quand même aussi dire que beaucoup d'opérateuristes de la nuit sont issus des minorités, donc ce sont des sujets pour lesquels beaucoup sont sensibles et travaillent en avance même sur le monde du jour. Donc, est-ce qu'il y a moins de sorteurs qu'avant? Non, je pense que la nuit est beaucoup plus diverse. Il y a les bars de nuit, il y a les discothèques, il y a les lieux de culture, les musées se mettent à faire de la nuit, les centres culturels, le Botal, la BD commence à faire de la nuit. Il y a les tiers-lieux, les occupations temporaires et il y a les open air. Et il y a les festivals en été. C'est une sorte de clubbing qui n'est pas forcément la nuit. Et il y a les tunnels parfois. Et il y a on n'a pas trop le temps d'en parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Le temps passe très très vite, malheureusement. Je signale votre single qu'on a entendu tout à l'heure. Wall Again, c'est ça? Wall Again, oui. Qu'on peut trouver sur Spotify, qui est partout. Bien coté dans toutes les radios. Pour le moment, il est très fort joué en radio, donc ça c'est chouette. Voilà. Bravo. Radio Panique, Saturday Night, donc c'est forcément le samedi, je suppose. La 300e. La 300e, ce samedi-ci, la 300e. Écoutez Radio Panique, Radio Contact aussi. Oui. Ça, c'est 2 jours. Hein, c'est tous les vendredis et tous les samedis, de 21h à 1h du mat. Allez, on écoute demain et samedi. Et puis on sortira la nuit de la Saint-Sylvestre dans tous ces clubs pour les faire vivre et les supporter. On a compris qu'ils avaient besoin du public. Merci à tous les 4. Nous, on se retrouve après la Saint-Sylvestre. Soyez sages d'ici là. Enfin, soyez pas trop sages non plus. Bonsoir.